les formes de pratique, bon maintenant c'est une phase un peu plus classique qu'on pourrait faire en cours. Voilà, si vous devez les définir, les formes de pratique, ce sont des véritables créations originales. Et vous avez vu que dans la notion de création originale, il faudra qu'il y ait une limite. Il y a une limite. Tout à l'heure en natation, je vous ai dit, il y avait une compétence attendue qui limitait mon imagination. Ce qui est fondamental, c'est la première phrase qui encapsule des objets d'enseignement. Tout à l'heure en natation, le rôle de la tête dans l'axe du corps, c'est un objet d'enseignement. C'est ce qu'un nageur ne peut pas ignorer pour pouvoir se construire nageur. Le statut de l'objet d'enseignement, c'est que c'est incontournable et que c'est très précis. Hein, c'est très précis. C'est pas la respiration. La respiration, c'est au mieux un thème. C'est au mieux un thème, et encore. Les formes de pratique, la notion de tranche de vie, un hommage à Maurice Porte, vous savez, qui est décédé, il avait dit dans les APSA ou à l'école, on peut vivre des tranches de vie des APSA. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de vivre peut-être tout le temps en même temps, mais des tranches de vie, c'est-à-dire des moments choisis, quoi. Je trouve cette expression, voilà. Et puis le mot révérence, c'est toute une série du cahier du CEDREPS où on avait écrit référence et pas révérence. Pourquoi? Parce que les profs de gym, souvent, je ne sais pas vous, à force de vouloir que ça ressemble trop au sport, ils ont fait ressembler et ils ont abandonné, à mon avis, ce qu'on a appelé le ciblage, c'est-à-dire la capacité que la forme de pratique, elle contraigne l'élève. Voilà. Elles sont valides à l'échéance d'un cycle. Moi, je fais l'hypothèse qu'une forme de pratique, il y en a une par cycle. Voilà, c'est une hypothèse, hein. C'est pas une forme de pratique au collège. Chaque fois que vous avez 10 séances, on peut monter une forme de pratique. Et si vous avez 10 autres séances, ben, la forme de pratique, il y en a une autre. Si vous ne changez pas la forme de pratique, vous ne changez pas l'objet. Donc l'élève, il tourne en rond. Alors, pour aller plus loin dans la notion de forme de pratique, là je vais faire un peu un truc, c'est plus du cours, mais il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est vivre une culture en EPS. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, ce qui est arrivé au basket multisport corps, à la chenille, au passeur-bloqueur, va se perpétuer dans notre profession. C'est-à-dire que la culture, puisqu'une forme de pratique, elle est au cœur de la culture. Hein, il faut qu'on sache ensemble ce qu'est une culture. Alors je vous propose un petit cadre de pensée, de travail, parce que ça, c'est quand même notre quotidien. Hein. Tous les jours, on est confronté à ce tableau, à cette problématique de la culture en EPS. Sur ce tableau, il y a eu des crises de nerfs dans la profession avec la CP5, qui, encore certains d'ailleurs, ne veulent pas que le monde de la forme, intègre les pratiques sportives de l'EPS. Les textes en ont décidé autrement, donc là on n'a plus le choix. Le monde de l'art, je vous ai dit, 3,5% de danse dans une académie. Alors on a beau dire que l'acrosport peut amener des pratiques artistiques, je ne suis pas contre. Le cirque peut aborder ces pratiques artistiques, je ne suis pas contre. Hein. Mais le monde de l'art, peut-être, voilà, et pas aussi peut-être pris en compte comme il faudrait. D'ailleurs, dans les concours, ce monde de l'art, il est quand même beaucoup présent. Hein. Le monde du sport, ben, c'est la vie des profs de gym, on est des sportifs. Et nous. Alors, la proposition, c'est que la culture de référence en EPS est au croisement de ces trois mondes. Voilà, c'est un petit cadrage, moi, qui me structure un peu lorsqu'on construit une programmation ou lorsqu'on traite une APSA. Lorsqu'on traite une APSA, on peut imaginer qu'une APSA puisse avoir une triple référence quand on la traite. Voilà. Alors après, il y a la question du fond culturel. Ce qui fait obstacle dans la profession, c'est qu'est-ce qui est culturel quand je fais de la natation? Qu'est-ce qui est culturel quand je fais de la danse?
Qu'est-ce qui est culturel quand je fais de l'athlétisme? Et à cette question, je pense que, en tout cas, on y répond un peu superficiellement. Alors je vous, mon avis, et peut-être que vous y répondez pas plus superficiellement. Alors je vous montre aussi comment des gens dans l'histoire ont essayé de comprendre ce qui était culturel dans une absarde. Ce qui est culturel, ce n'est pas les 4 nages en natation. Ce qui est culturel, ce n'est pas les agrès. Ce qui est culturel, ce n'est pas les pyramides. Ce qui est culturel, ce n'est pas qu'il y ait des épreuves en athlétisme. Voilà. Alors, un collègue comme Paul Borin avait écrit ce cadre que je trouve exceptionnel pour moi, pour un concours, je l'apprendrai par cœur. En gymnastique, il avait dit que était culturel dans une absa ce qu'il avait appelé des modes. Des modes. Ben, chaque absa, il disait, a un mode original d'expression de la motricité humaine. Ben oui, il a raison. Le mode d'expression du gymnaste, c'est pas le mode d'expression du nageur, c'est pas le mode d'expression du lanceur. Et il a continué, il a un monde original de communication avec les autres. Mais il a raison. En danse, on ne communique pas comme en athlétisme. Le rapport entre les pratiquants, les non-pratiquants, c'est propre à une absence. Et il continue, un mode d'intelligence, un mode de sensibilité, un monde fantasmé. Moi, ce cadre, je l'adore, seulement je ne suis pas arrivé à le transposer ailleurs. Quand j'ai essayé de le faire en natation, ça a été très compliqué. J'ai essayé de le faire en danse. Bon. Et finalement, par incompétence ou par fainéantise, je ne sais plus. Vous voyez, bon, ça vaut le coup. Je vous l'enverrai, le diaporama, ne vous inquiétez pas. Hein. Vous avez tout, hein, tout ce que je dis. Même les bêtises sont enregistrées. Et le diaporama, il est écrit, donc je ne sortirai pas vivant. Alors, voilà ce qu'on a imaginé pour avoir une version... en même temps, bon, en tant que pratique de formateur, on devait expliquer à des jeunes de master ou de licence ce qu'était culturel à une EPSA. Vous vous rendez compte, le tableau d'avant, c'est beau, mais c'est dur. Alors, on pourrait, on propose en tout cas, que la culture ou le culturel soit installé dans un triptyque. Ce triptyque, c'est quelque chose qui est indissociable. Hein, et culturel n'est culturel, pas que les mobiles. Hein, la logique interne, hein, c'est culturel, mais pas que. Hein, et culturel, les mobiles. Les mobiles, c'est ce qui organise le pratiquant. C'est-à-dire, c'est pourquoi je fais de la natation. Pourquoi je fais de l'escalade. Pourquoi je fais de la danse. Et vous comprenez bien que le projet du pratiquant varie en fonction de l'absa. Mais ce qui est culturel, c'est aussi ce qu'on appelait les grands principes d'une motricité. Je vais peut-être vous faire mal, mais quand vous faites pousser la planche avec vos élèves, même si c'est un exercice en natation, hein, c'est pas culturel. Hein. Les jambes en natation n'ont aucune vertu propulsive, en tout cas à l'école, hein, même à haut niveau, hein, sauf si on est dopé, si on est bon, hein. C'est les bras hein, qui sont propulseurs. Un nageur se construit par les bras et la tête, strictement. Et quand on interroge même au CAPES, voire à la grecque hein, externe, voilà, qu'est-ce qui produit l'équilibre du nageur? La grecque externe, j'entends les jambes. Équilibre le nageur. La culture du nageur, c'est respecter des grands principes qui fondent le nageur. Et c'est ces principes, entre autres, qui vont servir au ciblage. C'est-à-dire que pour cibler, vous n'allez pas cibler une intention, vous allez cibler un grand principe d'organisation du joueur de tennis de table. Un grand principe d'organisation. Tel principe, c'est trop large. C'est là-dedans qu'on va chercher le creuset. Et une absa, c'est un rapport structurant à l'autre. C'est un rapport structurant à l'autre. Ce rapport structurant à l'autre, en danse, c'est pas le même qu'en natation. Là, on est spectateur, ou on est danseur. En natation, il n'y a pas de spectateur. On pourrait imaginer de la natation sans spectateur, hein, si on enlève les JO. Par contre, si vous enlevez le spectateur, on ne danse plus. Tout seul, est-ce qu'on danse tout seul? Voilà. Donc, chaque fois que vous enlevez le spectateur, vous enlevez la culture. Si vous enlevez le spectateur en athlétisme,
Du moment qu'il reste un chronométreur, on est dans la culture de l'athlète. C'est pour ça qu'en natation, j'ai été fou pendant des années de voir les pratiques de natation où il n'y avait pas un chrono qui était sorti à Lyon. On nageait pour nager, quoi. Ben oui, mais alors là, on faisait quoi? De la danse ou quoi? Alors, ces triptyques, des collègues, et pas que essayent d'en construire, hein. Voilà, ça peut donner ça. Maintenant, bon, à Lyon, c'est bref, on adopte un peu ce truc, hein, globalement, chacun l'adapte, mais on remplit des tableaux pour se dire, voilà, le nageur, en gros, à quel cadre culturel doit-il être confronté. Et vous voyez qu'à gauche, les grands principes, c'est là-dedans que je vais chercher les objets d'enseignement. On peut en chercher aussi dans le rapport à l'autre, mais c'est tout imbriqué. Voilà. Alors on peut faire des tableaux en natation, vous l'aurez, en gym, tant qu'on veut. Hein. Voilà. Un collègue a fait la gym, je vais vous laisser. Hein, voilà, et ainsi de suite. Voilà. Bon, la danse, je vais peut-être le garder pour tout à l'heure. Donc la question des formes de pratique, c'est d'abord un rapport au fond culturel, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous permet de dire qu'en faisant ma chenille, ils font de la natation. En faisant du triple score, est-ce qu'ils font du basket? En faisant le judo de Jacques Badreau, est-ce qu'ils font du judo? Ce fond culturel vous sert à répondre à ces questions. Font-ils une activité authentique? Si vous dites non, ce n'est pas une forme de pratique. Vous voyez, si la forme de pratique ne permet pas de rentrer dans ces... celui-là, hein, si vous voulez, voilà, moi j'ai écrit ça, mais je m'en fous, hein, je ne suis pas danseur, donc quelqu'un l'écrira mieux que moi, hein, mais moi ça me suffisait hein, pour faire cours dans mon collège. Voilà, moi je me dis, quand ma forme de pratique respecte ce cadre, l'élève est dans une activité authentique, de danseur. Voilà. Scolaire, de danseur scolaire. Hein, parce que le fond culturel, ça peut vous paraître formel, mais je pense qu'il faut que vous l'ayez, cette réflexion. Chaque fois que vous construisez une forme de pratique, c'est est-ce que cette forme de pratique rend compte de la culture du nageur, du danseur. Voilà. Après que vous fassiez un triangle ou un quadrilatère, on s'en fout. Hein, des collègues disent tu fais un triangle. Mais vous avez vu, Paul Baran, il n'avait pas fait un triangle, il avait fait 7 axes. Mais avec quel cadre vous répondez? Et dans un concours? Et dans un concours, comment vous en sortez si on vous dit finalement il fait de la natation, votre élève là dans cette situation? Vous n'allez pas lui dire oui, il fait de la natation parce que c'est de la brasse. Enfin, si, vous pouvez dire ça. Hein. Ben voilà, après vous étonnez pas que vous reveniez au deuxième tour. Hein. Plus dur, c'est ça que je vais couper un peu, il faut cibler ce qui s'apprend. Alors je vous ai expliqué tout à l'heure que le ciblage, on s'en est rendu compte très vite, que les SR étaient trop lâches, trop inconsistantes. En proposant tout aux élèves, l'élève n'apprenait jamais rien. Et on a ciblé par les fils rouges. Mais vous avez vu que dans les formes de pratique, le ciblage peut se faire aussi par des mesures, des contraintes, des règles qui ne sont pas cognitives, comme un fil rouge qui organise ma compréhension de l'action. La chenille, on accumule 2 nageurs. Le judo, on change les statuts des trucs. Les formes de pratique sont beaucoup plus créatives dans la manière de cibler sur les apprentissages. Alors tout n'est pas important au même moment, moi je n'ai aucun conseil à donner, mais si les nouveaux programmes ne prennent pas en compte cette question du ciblage, c'est-à-dire dans un cursus, dans un parcours de formation, qu'est-ce qui est fondamental au début? Qu'est-ce qui est fondamental un peu après? Qu'est-ce qui est fondamental à la fin? Eh bien, je veux dire, le programme, il ne me servira à rien. Moi, je voudrais savoir, à un moment donné, dans un parcours de nageur scolaire, qu'est-ce qui s'emboîte en termes de priorité? C'est d'une complexité majeure, hein, mais on n'est pas obligé d'être
La preuve, j'ai essayé, mais peut-être que je me suis trompé. Un grand danseur, pour penser le cursus d'un danseur, il faut le penser, parce qu'on a des élèves, on fait des cycles. Il faut travailler avec des collègues qui, eux, sont peut-être experts de l'APSA, qui vous aident à choisir. Mais tout le monde peut se donner la prétention de penser un cursus. Attention, moi, voilà, je vous le dis, parce que c'est pas autorisé par les plus forts du monde. Et si vous avez un cursus qui ne ressemble pas au mien, on discute, c'est tout. On discute. Sauf qu'à un moment donné, je vous dirais non. Tu ne peux pas créer de la vitesse par le rôle des jambes en natation. Je te dirais non. Mais non, mais non. Voilà. Mais si tu veux commencer par la tête, tu as le droit. Si tu veux commencer par les jambes, par les bras, tu as le droit. Si tu veux commencer... Je vous donne cette autorisation, mais je n'ai pas à vous la donner, vous vous en foutez. Mais moi, je dis, des fois, on s'autocensure. On dit, ah, mais moi, je ne suis pas spécialiste, j'attends qu'on me dise ce qu'il faut faire. Oui. Alors, il faut cibler. J'ai mis vers une matrice disciplinaire, parce que comme à la Greg, il y a cet item du programme. Je sais pas, il y en a qui sont concernés, là. J'espère que ça ne tombera pas. Voilà. Moi, je dis que dans un programme, un cursus d'objets d'enseignement bien emboîté, dans des contextes tracés, ça ne me déplairait pas, moi. Mais bon, voilà. Alors, je vais vous montrer plutôt un truc, voilà. Comment on a organisé, mais vous connaissez peut-être ces tableaux, puisque c'est des tableaux qu'on a fait très tôt, qui sont, voilà, ce qu'on pourrait imaginer comme ciblage. Moi, ces tableaux, dans la forme, en tout cas des collègues à Lyon, même peut-être pas à Lyon, partout, ça nous a bien permis de penser le cursus et le parcours d'un nageur. Et ce qui est compliqué, c'est d'écrire la phrase qui est en bleu. C'est la phrase en bleu qui peut mettre des fois plusieurs années à être trouvée. Je vais vous montrer la danse. Par exemple, on a décidé qu'il s'agit de construire la motricité par les bras sur un corps allongé et gainé. C'était le pas en avant de tous les nageurs scolaires en 6e. On l'a décidé. Et là, vous pensez bien, mais tu parles pas de respiration. Non. Tu parles pas de virage. Tu parles pas de départ commandé. Non. Et il dit, mais alors qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Il s'agit de construire une motricité par les bras. Et point, c'est tout. Après, on se dit, mais quand on a construit une motricité par les bras, qu'est-ce qu'on fait? Vous l'avez vu, c'est la chenille, mais c'est aussi la deuxième forme de pratique. Voilà, et puis après, on est passé au lycée, parce qu'à mon avis, il ne faut pas s'arrêter au collège, il faut aller jusqu'au lycée. Alors peut-être que c'est pas 3 pas en avant, c'est peut-être 4. J'en sais rien, moi, ça, c'est pas... Mais il n'y en a pas 12 de pas en avant. Vous voyez, vous n'avez pas à chercher 12 étapes au collège. Pour moi, avec 4 pas en avant, c'est ce que j'appelle des pas en avant, vous avez le cursus, 6e terminale. Et je suis sûr que, moi je l'ai fait, on se met en TD. On se met en TD. On se dit, tiens, on se met 6, on se fait la danse à nous 6. Et on se donne les 4 ou les 3 étapes essentielles qui sont pour nous celles d'un danseur de 6e. Vous allez voir comment les choses émergent. Vous allez voir surtout que vous n'êtes pas d'accord, mais ça c'est pas grave. Et vous allez voir que les synthèses sont possibles. Voilà, donc ça c'est un cursus. Je vais vous montrer celui-là qui m'a failli me coûter la vie. Celui-là, quand je dis des choses, je le dis des fois en riant, mais c'est vrai. On a mis 10 ans à faire ça, 10 ans. La danse nous était proposée, comme je l'ai dit, comme un ensemble de rapports à 5 composantes qu'on avait du mal à dissocier. Et souvent, le modèle qu'on me proposait était un modèle espace, temps, énergie, très séquencé, que l'élève devait racoler, bricoler à la fin dans une SR qui devait présenter 2 jours après, quoi. Bon. Nous, on n'était pas bien à l'aise parce que le zapping, ce qu'on avait appelé le zapping, il faisait un coup l'espace, un coup le temps. Bon. On n'était pas bien à l'aise avec cette histoire, on a tourné en rond. Et un jour, c'est à cause des Claudettes qu'on a fait ça. Je ne fais pas rire. Vous savez, les filles qui dansaient toutes ensemble, comme ça. Et au début, on leur disait stop. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Pourquoi vous faites ça, le PS? Mais attendez, où est le sens? Où est le non-sens? Où est le détournement d'intention? Les gars, ils disaient quoi? Qu'est-ce que vous dites, monsieur Mondox?
Ben, au début, on leur a dit, non, 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 c'est pas ça, danser. Hein. Ah, danser, oh là là, attendez, c'est compliqué, la danse, hein, il faut... C'est qu'est-ce que vous allez dire aux autres? Alors, les élèves, ils disaient, mais moi, je dis rien. Ah non, mais c'est vrai ce que je vous raconte. Et nous, d'ailleurs, on ne savait pas trop non plus ce qu'il fallait dire. Hein. On nous disait qu'il fallait qu'ils disent quelque chose aux autres. Et ils ne disaient rien. Et un jour, on a assumé, mais avec violence, hein, de dire, eh bien, les Claudettes, merci à vous, la danse, ce sera du faire ensemble. Mais alors, du faire ensemble, pas comme ça, de temps en temps c'est comme ça, de temps en temps c'est comme ça. On va en faire du faire ensemble, mais alors je peux vous dire qu'on va être rigoureux. On va plus... et puis on va travailler le faire ensemble, dans l'espace, le temps essentiellement. Hein? On a assumé ça, vous avez vu, n'apparaît pas ici la question du propos, hein? C'est-à-dire que dire des choses à partir d'un thème imposé, on l'a enlevé. C'est ça qui a été mal vécu, hein, à Lyon. Ici aussi, je sais. C'est pas grave, hein, vous ferez ce que vous voulez. Nous, on ne le fait plus. La danse, c'est pas dire, c'est montrer. Et on peut montrer des choses passionnantes, belles, organisées, reproduites, travaillées, rigoureuses, sans avoir un propos. Ces propos, en fait, ils existent toujours dans la danse, mais ils ne sont plus imposés et a priori d'un faire. C'est le faire qui se réfère à des émotions, des intentions. Je vous montrerai la forme de pratique, et ça j'y tiens. Après, on a dit, lorsque les élèves s'organisent dans le temps, dans l'espace, de manière rigoureuse, répétée, travaillée, quel est le deuxième pas en avant? Vous voyez, nous on a réfléchi comme ça. C'est quoi qu'il faut faire après? C'est quoi qu'il faut faire après? L'énergie, le corps, plus de complexité, plus de propos toujours. Mais là maintenant c'est bon, mais ils disent rien tes danseurs, ils dansent. Donne-leur un thème, fais-les danser à propos d'eux. Et on a dit non, pas encore, c'est trop tôt. On a dit, par contre, le progrès décisif, on a dit qu'il serait dans ce qu'on appelait le corps atypique. Hein, le corps atypique, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours sur deux pieds, sur un axe vertical, à s'organiser bien, avec cohérence, avec plaisir. Mais maintenant, il y a un corps qui doit jouer un jeu qui permet d'étonner et d'épater l'autre. Et c'est la focale qu'on a pris, et donc déformer son corps pour étonner. Et on a construit une forme de pratique là-dessus, bien sûr. Hein, et puis on termine le cursus sur évoquer un propos. Moi, je vous dis, j'ai toute ma liberté, je l'ai encore écrit pour éviter les ennuis. Je pense que pour évoquer un propos, il faut un tel niveau que je ne sais pas si même en terminale on y arrive, je ne sais pas. Voilà, donc, mais c'est, vous voyez, c'est, comment vous dire, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque. Hein. Vous ne voulez pas avoir d'ennui, vous faites espace, temps, énergie, corps, espace en sixième. Voilà. Et vos formes de pratique, c'est voilà une musique. Vous faites un passage au sol. Qu'est-ce que vous faites? Je ne sais plus. Voilà. Ça a révolutionné notre rapport à la danse. Hein, c'est-à-dire que on avait des formes de danse très spontanées, très créatives, mais d'une séance à l'autre, on ne reconnaissait rien, quoi. Hein, les élèves, et quand on donnait des thèmes, ils attaquaient des banques, quoi. Hein, alors, on avait beau dire, c'est la rencontre, ben, à la fin, ils se battaient. On leur disait, vous vous promenez en forêt, vous êtes heureux, à la fin, ils étaient malheureux. Et on en avait marre de tout ça. Bah tiens, on va faire celui-là, là. Course de haie. Oh, celui-là, il n'a pas été trop dur. Parce qu'un jour, on avait fait une conférence avec Jacques Piacenta. Hein, vous voyez qui c'est, Jacques Piacenta? On avait parlé, mais lui, il n'était pas dans le ciblage. Hein, Jacques Piacenta, je me souviens, c'était à Paris. On parle de ça. Lui, il était l'expert absent, et moi, j'étais le prof de gym qui fait des haies. Et à un moment donné, j'avais ça en tête qui tournait. J'ai dit, mais oui, vous commenceriez par quoi? Ben, il commencerait par ça, hein, courir vite et régulièrement malgré les haies, et ça se passe devant la haie. Hein, c'est-à-dire c'est construire la distance devant la haie. Et après il dit, mais par contre, il nous dit comme ça, après c'est nous qui nous amusons, il dit, vous ne pouvez pas un jour ne pas travailler la reprise de course derrière la haie. Hein, il dit, vous
Vous pouvez pas, hein, il n'y a pas de cursus qui pourront éviter qu'un hurdler, pour pouvoir, c'est le maintien de la vitesse, non plus par l'ajustement devant, mais c'est le maintien de la vitesse par la reprise de course derrière, ce qui change absolument toutes les données sur le vol, les répartitions. C'est pas encore un griffé hein, qu'on va travailler, mais on n'en est pas loin. Hein. Et là, bon, on a fédéré de ça, on a construit des formes de pratique délai qui ressemblaient plus à ce qu'on faisait avant. Voilà. C'est ce que j'appelle le ciblage. C'est-à-dire que vous faites des choix prioritaires qui sont complètement compatibles avec le fond culturel. Hein. D'accord hein. On n'est pas des apprentis sorciers. Hein. On n'est pas des apprentis sorciers. On ne peut pas dire, oh, moi je décide qu'on va faire ça. Non, non, non. Quand vous décidez qu'on va faire ça, eh bien, il faut le réfléchir et le mettre en relation. Alors je vous propose ce petit tableau. Voilà, c'est plutôt celui-là. Bon, comment cibler? Parce que vous allez dire, ouais, mais moi je me lève le matin, c'est compliqué de cibler. D'abord, on travaille en équipe en EPS, d'accord? Normalement, on devrait avoir des programmes qui nous apportent un point d'appui. Normalement, je pense, j'espère. Hein. C'est-à-dire que les programmes vont peut-être nous donner des balises, des grandes orientations, même si elles ne sont pas aussi précises qu'un objet, mais où on va. Et puis, il y a surtout des élèves tous les jours qu'on a en cours. Moi, tout ce que je vous fais, c'est mes élèves qui m'ont dit de le faire. Hein. C'est pas, j'ai pas respecté des programmes, il n'y en avait pas en 90. Donc, c'est des élèves qui, tous les jours, te disent « Monsieur, change ton truc, on ne comprend rien à ce que tu fais. » Alors, cibler un objet, je pense que, premier pôle, concevoir, c'est une référence à ce qui est culturel, c'est le fond. On est d'accord, je pense que vous avez suivi. Je pense que c'est une conception de l'activité adaptative, c'est un mot qui fait un peu mal, mais c'est pas compliqué. C'est quand je suis un terrien débutant et que je suis confronté à des contraintes d'une ASA, ma configuration de terrien, d'homme, mes ressources ne me permettent pas de répondre autrement que ce que vous voyez. Hein. Donc il faut qu'on ait une lecture de cette activité adaptative de l'élève. Qu'est-ce qu'il peut faire tout de suite ou qu'est-ce qu'il peut faire plus tard? On pourrait dire que c'est une conception des conduites typiques, si vous voulez. Hein. Je ne sais pas, c'est un concept peut-être qu'on utilise moins, je ne sais pas. On en parle toujours, vous en parlez, Amir, conduite typique, non? Un peu. Ça aide quand même. Hein. Alors ça ne veut pas dire que tous les jours je vais observer des classes avec des conduites typiques. Hein. Ça veut dire que dans ma tête, j'ai une vision de l'activité adaptative de l'élève, quels sont les paliers essentiels. Quoi. Et c'est entre ces paliers que se construira l'objet. Le rapport au savoir des élèves. Je pense que c'est une dimension essentielle pour construire les objets d'étude. Quand vous avez un dilemme entre deux objets, pensez aux élèves. Le rapport au savoir, c'est le sens. Hein, je vous donne l'exemple qui m'a remué pendant des années. Fallait-il commencer par les bras ou par la tête en natation? Ben moi, j'ai commencé par les bras. À l'époque, je ne savais pas la priorité. Je me disais, les deux sont importants. Tu fais l'un ou l'autre, c'est pas grave. Sauf qu'en ZEP, lorsque vous avez des élèves qui sont plutôt sur des projets d'action, hein, qui sont sur l'émotion, qui sont sur l'action première, il vaut mieux monter des séquences où le sprint est roi, plutôt que des séquences où il faut souffler dans l'eau, où il faut en baver un peu pour... voilà. Donc, le rapport au savoir des élèves, par exemple, en sport co, le jeu rapide vers l'avant, à mon avis, est compatible avec des élèves qui ont besoin d'action, de sens, d'émotion et de marque. Voilà. Voilà, les programmes, je l'ai dit. Et puis, cibler un objet, vous ne pourrez pas aller contre les représentations de vos collègues. Si vous proposez des objets à des collègues, souvent ils vont vous dire jamais ça pour moi. Ben, ça fait partie des choses qu'il faudra prendre en compte, c'est-à-dire que nous avons tous des représentations, on a tous des choses qu'on pourrait s'autoriser à faire, d'autres pas. Et vous verrez que si vous travaillez sur ciblage, vous allez rencontrer des résistances. Des résistances. Je vous ai promis la forme de pratique de danse, je vais le faire. Donc ces deux points, ciblage et fond culturel, c'est vraiment, je pense,
la pierre angulaire, voilà. C'est vraiment la pierre angulaire de la construction des formes de pratique. Alors par exemple, cette forme de pratique de danse, c'est une danse de niveau 2, hein. Donc elle emboîte deux problèmes, hein, celle du danser ensemble et celle du corps atypique. Rappelez-vous, hein, suivez. On s'est dit comment contraindre la danse. C'est une... Vous me le dites sans me le dire. Ouais, mais c'est pas de la danse, c'est trop contraint. Il n'y a pas de liberté. Où est la création puisque tu imposes tout? Là, vous me le dites, hein, je l'entends. Eh bien, nous, on a assumé. On a assumé une forme de pratique en danse est contraignante. Et le moyen, la mesure emblématique, si vous voulez, on s'amuse entre nous à parler de mesure emblématique. Hein. La mesure emblématique, il y en a deux en fait, c'est la combinaison entre des phases statiques, qu'on appelle les photos, et des phases déplacées. Et dans les phases déplacées, ce sont des verbes d'action qui sont emboîtés. Vous voyez, par exemple, sautiller, tourner, tomber, courir, glisser, tourbillonner, rouler, se relever, tituber, effleurer, patiner. C'est ces verbes d'action qui vont amener à la fois le faire ensemble, ça qui ne disparaîtra plus de nos formes de pratique, et qui vont amener le déformer, le bouger son corps autrement. Voilà. Alors, si vous êtes un peu plus sur la création, laissez des parties vides. On n'est pas obligé de donner le nom à toutes les photos. Hein. On peut dire la photo 5, c'est vous qui l'inventez. La photo 3... mais bon, personnellement, je reste très très partisan de formes de pratique contraintes. Hein. C'est ma vision de l'autonomie. Hein. Ben ouais. Je ne crois pas qu'on crée sans contrainte. Parce qu'avant ça, je vais me ridiculiser, mais je vais le faire. Hein. Avant ça, je mettais une musique et je me battais parce qu'ils voulaient tous amener la leur. Bon, donc déjà, j'ai passé 2 séances à éliminer les disques qui ne me plaisaient pas, parce que entre Britney Spears et puis je ne sais plus qui, là, moi j'en avais marre. Hein. Bon, puis, bon, ils n'étaient pas contents, hein, parce que quand j'ai... Bon, ça, c'était le départ, la musique. Bon, là, la musique, elle est imposée, elle est travaillée au temps près, hein, c'est un travail de 2 jours, hein, de faire une musique là-dessus. Elle est une variable didactique essentielle. Hein, voilà, alors qu'avant, c'était un bruit de fond, la musique, chez moi. Hein, c'était un bruit de fond. Je mettais une musique, mais si ça passait, et puis je mettais des contraintes. Vous devez passer au sol, vous devez vous toucher une fois, je ne sais plus quoi. Et puis je leur donnais, vous avez 1 minute 30, au début je faisais très long. Hein. Vous avez 3 minutes et vous devez vous organiser. Au début j'avais des thèmes aussi. Hein. Bon, mais voilà, alors après, c'est là qu'ils attaquaient les banques, quoi, parce que, en fait, ils étaient bien ensemble, hein. Voilà, bon, j'ai arrêté ça, et là, bon, personnellement, je m'y suis plus retrouvé aussi, parce qu'ils avaient enfin un cadre de travail, et puis, disons qu'ils avaient une activité structurée pour montrer aux autres, hein, puisque ça se montre. Et la forme de pratique, elle se continue ici. C'est une musique 2, donc c'est un montage. C'est un montage d'une musique, les experts de Pink Floyd connaissent des extraits de Pink Floyd où il y a des musiques très marquées, avec des accents, avec des pointes, avec des moments remarquables, avec des instruments qui font ça, avec des bruitages. Donc on choisit une musique très marquée sur le plan du bruitage ou d'accents remarquables, et on leur demande à chaque accent de la musique, à chaque chose très forte de la musique, on leur demande de mobiliser une partie du corps différente. Hein, alors vous imaginez qu'au début c'est les jambes et les bras, hein, et puis après on leur dit mais tu as un bassin, hein, tu as une tête, tu as une épaule, tu as un genou. Voilà, et on les oblige à construire une séquence, danser ensemble. Ou en canon, là on permet aussi des fois de dissocier le synchrone pour aller sur des choses plus détaillées, et on leur demande de mobiliser des parties du corps qui sont différentes que les jambes et la tête.
Voilà, ça dure 1 minute 45. Ça dure 1 minute 45. Bon, on s'autorise même une troisième musique des fois. Voilà une forme de pratique de la danse qui a ciblé un objet qui est la forme atypique. Je dirais que il faut aller jusqu'à la contrainte, les contraintes dans les formes de pratique pour mettre en jeu l'objet. Parce que si vous dites à l'élève, l'objectif, c'est de bouger de manière atypique son corps, et que vous ne le mettez pas en situation de le faire, ben, il ne le fera pas, et après vous dites, ah, il n'apprend rien. Pour terminer, un petit quart d'heure, je vais changer. J'aurais aimé vous présenter la gym, mais je reviendrai. Je ne l'ai pas décrit tout à l'heure en gymnastique, et je vais la faire à 2 points de vue pour vous montrer qu'est-ce qu'une forme de pratique en gym aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est un projet technique d'élève. Parce que les formes de pratique, c'est pas que du jeu, hein. C'est une vraie activité d'apprentissage des élèves, et mais pour cela, vous allez voir comment on peut s'y prendre, et grâce à moi. Alors, ce carton plein, c'est Alain Coston, hein, mon collègue de Lyon, qui l'a monté. Il vient suite à un cursus où on faisait du multi-agrès. On faisait du multi-atelier. Pour être juste, on a eu jusqu'à 15 ou 20 ateliers hein, dans des gymnases. On est passé à 10, à 5, à 4, à 3. On se dit, on va s'arrêter quand même. Ben non. 3, il y en a 2 de trop. Alors, putain, ciblage, hein. On y va, hein. Ciblage, hein. Tant que tu as 10 ateliers, tu t'en fous, hein. Tu fais tout, quoi, les bras, la tête. Tu n'as plus que 3 ateliers, tu te dis, il y en a déjà un de trop. Et on va arriver à un atelier. Alors je vous fais la forme la plus extrême hein, de ce qu'on a fait. On va arriver à un atelier, lequel on garde. Alors moi j'étais prof en ZEP, et je dis à Alain, putain, moi c'est bon, je l'ai la réponse. Je l'ai. Vous l'avez avec moi. Quel est le seul atelier que vous garderiez en gym? Voilà, là on pourrait travailler ensemble. C'était le pied, quoi. Hein, ils sautaient partout. D'ailleurs, ils étaient qu'au salto, ils attendaient, ils ne faisaient rien ailleurs pour arriver au salto. Bah, ça doit être pareil à Amiens. Hein. Peut-être que maintenant ça a changé. Hein. Et il m'a dit, et là il m'a fait mal, non. Je dis, mais j'ai plus rien moi si j'ai plus le salto. Pourquoi? Parce que la conception du gymnaste, pour lui, n'est pas liée à une liaison pied-pied. Pied, salto, pied. Je dis, mais putain, pourtant ça marche, Alain. Putain, ça leur plaît. Ils sont motivés, ils travaillent. Il dit, ouais, mais on construit de la culture ou on ne construit pas de la culture? Je dis, merde, on construit de la culture. Alors, c'est quoi la culture en gymnastique? Alors, il nous dit, ben, c'est plutôt un rapport pied, main, pied. Il me dit, t'as qu'à regarder sur des praticables. Bon, ils font bien du pied-pied, bien sûr. Hein. Mais au niveau scolaire, c'est plus prometteur. Mais c'est un choix, attention. Hein. C'est un gars qui réfléchit, il fait un choix. Hein. Il dit, moi, je pense qu'au niveau scolaire, dès la 6e, on peut faire du pied-main-pied. Et pas du pied-pied. C'est un choix, c'est un ciblage. Et dans ce pied-main-pied, il va même réduire ce pied-main-pied, c'est trop global. Il va dire, puisque c'est un pied-main-pied, l'objet d'enseignement, ça sera de construire des bras en gym. Construire des bras qui sont des fois amortisseurs, des fois appui et des fois rétropulsion. Alors ça m'a antépulsion. Alors ça m'a troublé parce que je dis allez, on garde quoi alors? On garde quoi? Alors il me dit ben on était plusieurs, hein, quand je dis on me dit, on n'a jamais travaillé seul, hein, enfin moi perso, hein, jamais, hein, toujours travaillé avec plein de gens. On dit on va garder le saut de cheval. Après vous avez vu ça se transforme avec un saut avec surélevé, c'est pareil. Hein. On va garder ça et on va faire un système d'activité où l'enjeu de tous les exercices est de construire des bras qui ont des fonctions différentes. Tantôt les bras ils vont amortir, tantôt les bras ils vont appuyer, tantôt les bras ils vont permettre de se projeter ou d'arrêter la rotation. Hein. Dans une rotation, si les bras font une ouverture, la rotation s'arrête. Alors ça m'a tué 2 fois. Parce que la première fois il m'a tué le salto, et la deuxième fois il m'a tué le saut écart au cheval. Où je faisais le saut écart. Cheval, hein, comme vous.
Ils faisaient le saut écart, ça leur plaisait. Ils disaient, tiens, tu cours ou tu fais saut groupé ou tu fais saut écart. Vous avez vu? Je dis, putain, j'ai passé 20 ans de ma vie à leur faire apprendre ça, et lui, il me dit que c'est ça qu'il faut faire apprendre. Oh, putain, ça fait mal. Hein. Je dis, bon, bah tant pis, hein, ils étaient heureux de faire du saut écart, ils se cassaient la gueule d'ailleurs. Vous voyez que, quand même, je vous dis ça en 3 minutes, c'est des années de travail, on réfléchit. Et du coup, il invente cette situation, voilà. Il y en a une autre que je n'ai pas le temps de vous décrire. On court, on saute, on fait une roulade avant élevée. On court, on saute, on fait une roulade avant élevée, bras, amortisseur. D'accord? Si j'amortis pas en roulade avant élevée, ça fait mal, hein? Ceux qui connaissent. Deuxième situation, on court, on saute, on fait équilibre plat dos. Équilibre plat dos, tomber plat dos. Troisième situation, percuté, on fait un saut de lapin. On fait un saut de lapin, c'est-à-dire que je cours, je plante mes mains et je dois arrêter la rotation pour me redresser. C'est très très complexe. Hein? La situation, la forme de pratique, c'est la réussite des trois. Si je sais faire que la roulade avant, je ne suis pas bon. Si je sais faire que le tomber plat dos. Il fait travailler les élèves donc, sur ce système. Et moi, je vais vous dire, plus que sur ça. Alors là, je peux concevoir que vous ne comprenez pas. Hein. Il faudra essayer avant. Hein. Alors on a, comme c'était professionnellement un peu raide, à accepter qu'on passe de 15 ateliers, il fait une deuxième situation, et je n'ai pas le temps de vous la décrire, c'est ce qu'on appelle le duo, qui a la même fonction que le carton plein, et qui utilise toujours le rôle des bras comme ciblage. Donc un cycle de gym aujourd'hui, quand on le fait avec nos stagiaires à Lyon, par exemple, ils font carton plein duo en gym niveau 2. Alors, je vais aller terminer là-dessus, peut-être, pour vous montrer que dans les FPS, on peut jouer et apprendre en même temps. Hein, c'était un des grands enjeux. Hein. On disait les FPS ne sont pas que des jeux. Ce ne sont pas des SA, ce sont des jeux. Hein. Le carton plein, c'est de la gym, quoi. C'est de la gym. Et pourquoi pas faire 3 sauts il y a un juge, il y a tout. Et je vais vous montrer comment, dans ce carton plein, on essaye d'amener les élèves d'un projet d'action. C'est-à-dire, ils jouent, hein, ils font, je sais pas, ils peuvent faire 30, 40 passages hein, dans une heure. Hein. On est sur ces quantités-là, hein, quand même. Hein. Et en même temps, on va les contraindre. Voilà. On va les contraindre à apprendre en utilisant ce système de repérage de critères. Alors, vous pourriez me dire, c'est des fils rouges. Ben oui, hein, c'est des fils rouges. Alors, les élèves passent, roulade dans l'axe, plat dos, et les observateurs observent, vous avez la position des bras, ils sont fléchis, semi-fléchis, tendus, ils observent le rôle de la tête, et ils observent la position de l'épaule par rapport aux mains. 3 indicateurs, le plus important resterait le rôle de la tête. Quel est le rôle de la tête dans ces actions? Et avec ça, bon, ils s'observent, ils passent, ils se commentent, et vous avez compris que ce qu'il veut qu'ils apprennent, c'est quoi? C'est que quand on veut tourner, le rôle de la tête n'est pas le même que quand on ne veut pas tourner. Alors une dernière anecdote, j'ai 5 minutes, celle-là je tiens à vous la raconter, pour vous dire toute l'importance dans une forme de pratique d'avoir ciblé et d'avoir associé au ciblage un indicateur clé, qui est la tête ici, tête et bras, vous avez compris. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a 3 ans avec un stagiaire qui est dans un lycée qui travaille sur les roulades avant élevées. Bon, pourquoi pas, hein. Il fait courir, les gamins c'est des grands, hein, un garçon grand, prise de vitesse, impulsion, et puis ils partent en l'air, ils tournent et les mains, elles touchent jamais le tapis. Vous voyez ? Les mains, elles effleurent le tapis. Donc le rôle des bras, il est absent, c'est des saltos tendus, n'importe quoi. Et le gamin, il dit, ah, non, mais moi, je ne veux pas qu'ils fassent ça, hein. Je veux qu'ils amortissent avec les bras, comme vous nous l'avez dit à l'UFM, à l'SP, je veux qu'ils
construisent des bras, appuient, là, je dis très bien. Je dis, ben écoute, fais quelque chose, fais quelque chose. Il me regarde, il dit, mais quoi? Il ne sait pas quoi faire. Et il y a des élèves qui passent, qui touchent jamais, qui font des saltos. Je lui dis, mais fais quelque chose. Je ne sais pas. Je dis, mais tente un truc. Alors, il dit aux élèves, les arrête et leur dit, on met une balise, vous avez que 4 mètres d'élan. Le gamin, il prenait 15 mètres. Hein. Alors, ils partent là, ils appuient, et selon vous, pareil. Je lui ai fait quelque chose. Fais quelque chose. Il me dit, je crois que le trampoline, il est trop près. Je dis, éloigne-le là. Alors il va éloigner le trampoline, il l'amène. Alors j'ai dit, tu maintiens ou pas la distance de course? Il me dit, je sais pas, il me maintient là, on s'en fout. Hein. Il faut faire quelque chose, hein. Vous voyez l'histoire hein, quand même. Et il recule et même chose. Bon. Alors, c'est une histoire vraie, hein. Elle m'est arrivée à moi, hein. Elle vous arrivera à vous. Seulement, le problème, c'est que ce jeune homme a oublié de dire à l'élève quel était le facteur déterminant de la pose des mains et surtout comment on contrôle une rotation en l'air. Et la rotation, elle se contrôle par la position de la tête à l'impulsion et elle se contrôle après par la position de la tête au moment de la pose des mains. Or, qu'est-ce qu'ils faisaient tous? Ils avaient tous à l'impulsion les pieds sur la tête sur les pieds. Donc dès qu'ils appuyaient, ils partaient en rotation. Donc il fallait que le guidage ou l'intervention, on a parlé d'intervention tout à l'heure, mette les élèves non pas à aller plus vite ou moins vite, non pas à aller plus haut ou moins haut, non pas à aller plus loin, mais leur dire où vous regardez à l'impulsion. Et au moment quand vous êtes dans le vol, quand c'est que le vol s'arrête pour aller poser la main, et donc ça c'est je pose et je rentre. Et tant que je garde la tête légèrement en extension, le vol continue. La rotation ne s'engage pas en tout cas, surtout à l'impulsion, hein, surtout dans les pieds. Cette capacité que dans les formes de pratique on a à trouver des indicateurs très précis permettent à l'enseignant d'être moins éparpillé dans ses interventions. C'est-à-dire qu'il va aussi cibler ce qui est à apprendre et à faire dans une tâche. Ou sinon, le risque c'est, vous voyez, il fait ça, va plus vite, va moins vite, appuie plus fort, recule, je sais pas quoi, enfin tout ce qu'on peut dire. Hein. Voilà, donc la forme de pratique, par des indicateurs, hein, tête, bras, épaules, va amener l'élève à contrôler son action et à l'enseignant à intervenir et à le faire apprendre. Voilà, c'est ce qu'on appelle, à mon avis, la construction d'un projet technique. Hein, c'est-à-dire qu'en EPS, si on veut qu'on apprenne, il y a l'action, qui est obligatoire, et puis à un moment donné, il va falloir qu'il y ait des éléments de régulation de l'action. Donc là, je vous ai donné un exemple. Alors je vais conclure, hein, parce que je sens que vous avez un petit repas. Bref, voilà, donc j'ai oublié de vous dire plein de choses, hein, j'ai fait des choix de choses à dire et pas d'autres. Voilà, je voulais conclure en vous disant, j'espère pas vous avoir choqué, juste avoir engagé une réflexion sur notre métier, à partir d'éléments complexes. Hein, croyez pas que c'est simple tout ça. Hein. Celui qui croit que c'est simple, il ne trouvera jamais. Voilà, merci, vous avez été attentifs. Hein, merci.